Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui me tient à cœur, c'est Sylvain Perronnet. Salut Sylvain, j'espère que tu vas bien. Salut Elliot, ça va fort. Ouais, bah écoute, ça fait peut-être 45 minutes qu'on discute en off de tout et rien. Ça fait longtemps que je souhaitais t'avoir dans mon podcast parce que tu es quelqu'un qui, j'ai dû à peu près faire toutes les formations chez XLab, sauf les techniques parce que je suis un gros berlot technique et je n'y comprends rien. Mais tout le reste, les masterclass, les web marketing et ainsi de suite. Donc, est-ce que déjà tu peux te présenter? Je pense que tout le monde te connaît à peu près dans la communauté, mais est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu ton parcours et puis qui tu es, quoi? Ok, alors je vais commencer à la maternelle, bien sûr. Non. Donc je Ou le m'appelle bac Sylvain en Perronnet. 1800? C'est ça. Je m'appelle Sylvain Perronnet et j'ai un parcours un petit peu différent peut-être de la plupart des gens qu'on croise dans le SEO, puisque avant d'être dans le milieu du SEO, j'ai eu une carrière universitaire. Alors, pour être très précis, en fait, j'ai quand même commencé le SEO assez tôt, puisque j'ai commencé au moment de ma thèse en algorithmique, puisque mon frère Guillaume était beaucoup plus jeune que moi, enfin, il a quelques années de moins que moi, pardon. Il voulait se lancer dans l'édition de sites web, créer des sites web, mais c'était le tout début des sites web, hein, puisqu'on parle de la fin des années 90. Il a créé un site web culturel qui s'appelle krinen.com, K-R-I-N-E-I-N, que tous ceux qui sont venus dans nos formations connaissent. Et on a commencé à faire du référencement à ce moment-là. Et on a commencé à connaître la communauté à peu près vers 2002, 2003, 2004, dans ces eaux-là, un petit peu, une petite communauté à l'époque. Moi, j'étais à l'université. J'ai eu une carrière d'abord de maître de conf à la fac d'Orsay, puis après de prof des universités. J'ai dirigé une équipe de recherche en algorithmique à la fac. Puis à un moment donné, j'en ai eu marre et j'ai monté XLab, X-Labs, qui est une boîte qui existe toujours, hein, et qui est une petite boîte familiale. On est 4 dedans. Mon frère Guillaume, ma sœur Lucie, Thomas, qui a travaillé avec moi depuis l'époque de sa thèse, qu'il a fait sous ma direction. À l'origine, c'est une boîte plutôt de R&D et de formation, et qui, au fur et à mesure, a englobé les activités d'édition de sites web que mon frère avait de son côté. On a tout fusionné à une époque, en 2016 à peu près. Et donc, voilà. Et puis récemment, on a monté des outils, Urtex Guru, puis Baba, et puis nous voilà aujourd'hui en train de podcaster ensemble. Ok. Pourquoi Your Text Guru? C'est le premier projet, je pense, un peu conséquent ou en mode SaaS que vous avez lancé après les formations ou en même temps? Ouais, en fait, nous, on avait beaucoup d'outils qu'on avait par ailleurs, mais la création d'Urtex Guru, elle est concomitante à plusieurs trucs. Déjà, nous, on fait de la R&D depuis toujours, et donc, la première fois que j'ai vendu un logiciel de toute ma vie, j'étais en seconde, par exemple, donc j'avais 15 ans ou 14 ans, donc ça fait quand même assez longtemps, vu que ça fait plus de 30 ans maintenant. Mais pour Your Text Go particulièrement, il y a un truc, c'est que on avait des outils internes pour faire des audits, pour faire tout ça, pour nos prestats. Et puis, dans le cadre des formations, on expliquait aux gens la sémantique, comment ça fonctionnait dans le moteur. On donnait des scripts à l'époque. Je ne sais pas si tu t'en souviens, toi, tu as dû être à une formation où on donnait des scripts. Ouais, ouais. Et puis, Guillaume a fait même un live où il a vraiment donné beaucoup de code. Ça devait être en 2014, je pense. Beaucoup de code et une très grande explication. Ça durait 2-3 heures sur vraiment que la partie sémantique de comment on fait. À l'époque, on ne parlait pas de guide, on ne parlait pas de tout ça. C'était trouver les mots qui étaient importants. C'était ça l'idée. On appelait ça un corpus, ce qui n'est pas vraiment forcément le bon nom, mais bon, peu importe. C'est pour Christian qui peut-être nous écoute. Je dis ça, c'est peut-être pas le bon nom. Donc voilà, je vais m'en Ça, excuse. ça fait trois Euh, fois qu'on repousse avec Christian. Ça va être fait dans les semaines à venir parce que voilà, il viendra. voilà. Et donc voilà, et donc on a fait ça. Et il y a des gens qui ont commencé à développer des outils. Par exemple, un point .fr a été développé bien avant Your Text Guru, en partie parce que justement il y avait tout ça qui se passait. Et un jour, à une conf, je ne sais plus si c'est au Tech and SEO ou je ne sais plus quelle conf, Fred est venu nous voir, Fred Bobet, et a dit, les mecs, moi j'utilise votre script, je l'ai modifié, ça met beaucoup de temps à tourner, mais je pense qu'il y a de matière à faire un outil. Tout le monde fait des outils sauf vous, vous êtes complètement con. En fait, il faudrait, voilà, vous êtes ceux qui présentez les algos, il faut faire aussi les outils qui vont avec, il faut en profiter. Donc on lui a dit banco, mon frère Guillaume, Fred, Benoît Chevillot, qui était plus sur la partie infra, et moi pour les algos, et on a tout revu de zéro en fait. Hein. Les scripts qu'on donnait dans les formations n'ont rien à voir avec ce qui se passe dans Your Text Guru. On a refait des algos différents, des scorings différents. Fred et Benoît ont beaucoup travaillé par exemple sur le filtrage des contenus web, etc. Enfin voilà, on a fait un gros travail d'infra aussi, et ça a donné lieu à Your Text Guru qui a commencé sa vie d'outil en 2016 avec une version qui n'était pas du tout satisfaisante, qu'on a entièrement refondue un an plus tard, un an et demi plus tard, pour faire le Your Text Guru qui ressemble plus à ce qu'on voit aujourd'hui. Bien sûr,
ça progresse en continu, hein, on fait des modifications tout le temps, mais on peut dire que l'idée d'Urtext Guru tel qu'il est actuellement, c'est une idée qui date des deuxième, troisième version, donc 2017, grosso modo 2018. Urtext Guru a explosé en usage à partir de 2019, et notamment la période Covid a vraiment fait créer une traction absolument invraisemblable. Aujourd'hui, il paraît qu'on est l'outil leader en France, selon le Journal du Net et ses enquêtes miraculeuses pour nous. Voilà. En tout cas, on a quand même pas mal d'utilisateurs. On est en train on s'approche des 7 millions de guides générés dans Urtext Guru, donc vraiment, on a un bel usage. Il y a plusieurs milliers de clients, pour de vrai. Voilà, donc il y a plusieurs dizaines de milliers de comptes utilisateurs, mais ça, on sait ce que ça veut dire. Voilà. Mais il y a quelques milliers de clients, voilà. Et donc, c'est un outil qui marche bien, parce qu'avec, on obtient des bons résultats, hein. Nous, c'était un truc, au début, les outils sémantiques, il n'y avait pas de traction, personne, voilà, on faisait ça un petit peu en se disant que ça allait marcher. Et la réalité, c'est que pour le cas particulier d'Urtext Guru, on a des résultats en termes de positionnement qui sont vraiment pas mal. Et donc l'outil marche bien. Moi, je pense que maintenant, avoir un outil sémantique, on ne peut pas faire de SEO sans en avoir un. Voilà. Je préfère que les gens prennent le nôtre, mais en tout cas, faire sans outil sémantique, je pense qu'aujourd'hui, c'est compliqué quand on fait du SEO. Ouais. Donc, juste pour rappel, hein, tu génères sur une SERP donnée, donc sur une intention de recherche, tu vas générer en fait le vocabulaire qui est généralement utilisé par, pas forcément que le top 10, mais le top 10, le top X et ainsi de suite. Et tu vas dire, voilà, on constate qu'en règle générale, tel mot, tel mot, tel mot est utilisé dans telle proportion. Et en fait, l'avantage, c'est que vous avez une courbe qui est proportionnelle par rapport à la taille du texte et qui n'est pas juste. Tu dois mettre 22 fois, en fait. Exactement, ouais, tout à fait. Je ne sais pas quoi. Et c'est d'ailleurs une des problématiques dans l'usage de Urtext Guru pour Ouais. les gens Les quand ils rédacteurs commencent ont à beaucoup s'en de mal servir. avec ça, c'est dur à faire passer comme message. Et parce que voilà, quand on regarde cette magnifique courbe, il n'y a pas dans l'axe, il n'y a pas indiqué de nombre de fois où il faut mettre un truc. Et en fait, quand on rajoute un mot, ça fait augmenter son score et ça augmente l'optimisation. Mais ce qui est assez amusant, c'est qu'en réalité, et des fois les gens s'en rendent compte, c'est deux mots ensemble vont avoir une augmentation de score plus forte que si on les met séparément, par exemple. Pourquoi? Parce qu'ils vont ensemble. Alors, je donne toujours le même exemple. Le barbecue à gaz. Barbecue à gaz, si on vous dit qu'il faut mettre le mot gaz dans un texte qui parle de barbecue à gaz, le mot gaz a un score plus fort s'il est près de barbecue que s'il est loin. Voilà. Et ça, c'est un truc, et on s'en rend compte des fois quand on enlève des mots et qu'on s'aperçoit que le score ne bouge pas même en enlevant des mots. C'est parce qu'en vérité, ce qui se passe, c'est que c'est des interactions aussi entre les mots qui comptent. Ouais, c'est un des petits trucs qu'il faut savoir. C'est pour ça que faire des bullet points avec des mots un peu jetés comme ça ou des trucs entre parenthèses un peu dégueux pour essayer de monter le score, c'est comme ça que certains rédacteurs qui rédigent un contenu et se disent après, je vais fourrer mes mots un peu ou mon vocabulaire un peu comme tu essayes de rentrer avec le chausse-pied, un mec qui fait du 38 dans du 37, ça marche beaucoup moins bien que étudier le corpus qui est donné, étudier les mots qui sont demandés et rédiger et faire son plan en fonction de ça, quoi. Tout à fait, tout à fait. Okay. Mais moi, je l'ai constaté personnellement, quand on optimise des contenus, on prend un contenu qui est positionné top 30, on le passe dans Urtext Guru, on regarde ce qui manque, on rajoute du paragraphe, on rajoute du contenu, on prend des positions sans backlink derrière, juste en optimisant en fait le contenu. Ce qui m'amène une question, puisque tout le monde pleurniche sur l'indexation en ce moment. Google a du mal à indexer les contenus, il faut passer par des outils, nanana. Est-ce que toi, tu constates que des textes optimisés sémantiquement, on va dire, ou qui sont quand même assez riches d'un point de vue vocabulaire et précis, est-ce qu'ils s'indexent mieux que des textes qui sont rédigés en fait au pifomètre ou sans outils sémantiques, quoi? Alors, de fait, quand des textes sont de bonne qualité, ils s'indexent mieux. Et l'objectif la qualité des est outils, entre guillemets, quoi. C'est quoi la qualité? oui, la qualité. Oui, alors moi, c'est vrai que quand je parle, je suis algorithmicien. La qualité algorithmique, donc attendue par le moteur. Donc, dès qu'on a un texte qui correspond à une belle qualité algorithmique attendue par le moteur, il s'indexe puisque le texte correspond à ce qu'attend le moteur. Maintenant, les outils comme Urtext Guru, en particulier Urtext Guru, tous ne font pas ça d'ailleurs dans les outils sémantiques, mais Urtext Guru en particulier est là pour comprendre l'attendu de Google. Donc en fait, ce que fournit Urtext Guru, c'est finalement des indices sur ce qu'il faut donner à Google pour qu'il estime que le texte soit de la meilleure qualité possible. Donc normalement, si on fait bien son taf, ça améliore les choses. Ce n'est pas le miracle non plus. Si on est sur un site qui est totalement merdique par ailleurs, ça va être compliqué tout court, mais si le site est bon,
s'il est de bonne tenue techniquement, etc., si son contenu aussi, parce que l'entourage du texte, c'est aussi le contenu, hein, donc si tout ça c'est bon et qu'on met un texte qui est bien optimisé, bien travaillé, avec une belle forme de courbe, hein, je rappelle un plateau pour les meilleurs mots et des dents de scie derrière, donc pas forcément un truc où on a trop abusé, alors c'est mieux, c'est plus facile. Ce ne sera pas miraculeux, mais c'est plus facile. Voilà. Ok, d'accord. Sachant, donc, quand tu dis le plateau, les dents de scie, c'est qu'on a un petit pôle de peut-être 10-15 mots qui sont quasiment obligatoires dans un contenu. Et après, on va faire la dent de scie. OK. Ce qui veut dire que les scores, donc DSIO, NSIO, donc DSIO, on rappelle, c'est la précision du vocabulaire. Non, DSEO, c'est le danger SEO. NSIO, oui, pardon, j'étais sur le NSIO. Et l'autre, c'est SEO. Pardon. Ah oui, le NSIO, c'est le score, ok, parce que je l'appelle danger. Et donc, bon, en gros, il y a deux scores. Il y a le score positif, le SEO positif, et le SEO négatif, en gros, le danger. Le premier score, c'est la précision du vocabulaire. Exactement. Et la manière dont il est utilisé. Voilà. OK. Oui, effectivement, puisque tu dis qu'on a les 2 grammes, les 3 grammes, est-ce que les mots-clés sont assez proches? Okay. Et le score qui est un peu le score de danger, c'est en gros, est-ce qu'on a fait du spam dexing? Est-ce qu'on a été fourré des mots-clés, du keyword stuffing, tous ces trucs-là? Est-ce qu'on a été spammé comme un gros bourrin, des mots injectés n'importe comment ou trop répétés, ainsi de suite? Ce qu'on voit notamment des fois quand on fait du DeepL sur une langue anglaise, on traduit en français ou d'autres langues. Et les mots sont vachement répétés. Donc, du coup, tu vois, tu as… Et en fait, ce score-là, tu ne l'inventes pas parce que toi, tu lui mets sur une échelle de 130, je crois, si je ne dis pas de bêtises. C'est une échelle, ça peut aller jusqu'à 200%, je crois. D'accord. Et il faut savoir que pour le coup, quelqu'un qui est au-dessus de 100%, parce que d'habitude, c'est des échelles relatives. Et donc mais il y a, au bout d'un certain niveau, c'est quand même vraiment beaucoup trop, quoi qu'il arrive. OK, donc ça, on va en parler après. Donc, on ne définit pas le score en disant c'est tout le temps. Je ne sais pas, moi j'ai un client qui m'a dit j'ai tout le temps 100 sur Yourtext Guru, je suis bon. J'ai 100 sur 100. Ah non, surtout pas. C'est relatif, comme tu l'as dit. Donc, explique-moi un petit peu comment est-ce que je décide des scores que je dois demander à mes rédacteurs, en fait. Ouais. Alors, pour le score d'optimisation, parce que c'est le plus facile à comprendre, le principe général, c'est plus il est haut, plus on a poussé l'optimisation par rapport à ce que Google attend. Maintenant, la question, c'est au bout d'un moment, on peut toujours faire des textes plus optimisés, plus longs, avec plus de mots, etc. C'est toujours possible, il n'y a pas de limite à ce qu'on peut mettre sur une page web. On peut mettre un texte de 250 000 mots si on a envie. Voilà. Donc, ce n'est pas productif, on le sait bien. Au bout d'un moment, en fait, on en fait trop. Et on en fait trop, c'est-à-dire qu'on donne trop d'informations par rapport à ce qui est nécessaire. Parce que ce qui compte, comme Google fait un classement, c'est d'être le meilleur d'un point de vue information. Donc, dès qu'on est au-dessus des autres, en fait, on a suffisamment d'informations pour être le premier. C'est comme courir le 100 mètres. Il y en a qui courent le 100 mètres en 10 secondes, il y en a qui courent en 15 secondes. Voilà. Pour battre quelqu'un qui court en 15 secondes, même si je suis capable de courir en 10 secondes, je ne vais pas faire ça. Je vais courir en 14 secondes parce que je ne vais pas me fatiguer, en fait. Et donc, c'est exactement le même principe. Je regarde mes concurrents. Nous, on dit que vous regardez les 3 meilleurs. Vous faites un tout petit peu mieux qu'eux. 5, 10 points de plus maximum. Et hop, c'est réglé. Pour le danger SEO, c'est l'inverse. Celui qui se fait taper dessus, c'est celui qui dépasse. Il faut être juste derrière lui pour ne pas se faire taper dessus, en fait. Et donc, on essaye d'être un peu plus bas que les autres. Nous, on dit, vous prenez la moyenne des 4-5 plus gros dangers SEO, vous faites en dessous et vous êtes tranquille. Est-ce que vous pourriez faire plus? Oui, peut-être. Et ça passerait. Mais avec ça, c'est safe, en fait. Et ce qui compte, c'est ça. Après, il y a plein de problématiques sur le contenu parce que le contenu, c'est un levier important pour le ranking, mais ce n'est pas le seul. Et donc, après, il y a plein de problématiques. C'est de comprendre quand on a des fois certains niveaux de contenu. Par exemple, il y a des cas où on est le premier en niveau on a optimisé, tout le monde était à 30, moi, je me suis mis à 40. Et je reste 3e, par exemple. Je ne passe pas 2e ou 1er. Et il y a des gens qui disent « j'augmente encore ». En fait, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est qu'il y a un autre problème. Alors, il y a plusieurs problèmes qui peuvent se passer. Ça peut être un problème sur les contenus. Je suis optimisé, mais je ne suis pas dans l'intention. Ça peut arriver. J'ai écrit un peu comme un cochon à partir des mots qu'on m'a donnés, mais je ne connaissais pas le truc, donc ça ne va pas. Ou alors Google attendait du e-com ou du transactionnel, on lui sert d'informatif. Ouais. C'est ça que j'appelle l'intention, moi, en fait. Okay. Ouais, tout à fait. Catégorie e-commerce versus blog.
Exactement. Alors, c'est pour ça que dans Your Text Guru, on donne des informations sur l'intention, en fait, pour que les gens voient s'ils sont dans le thème ou pas. Et puis après, il y a les autres leviers, tout simplement. Toujours sur le contenu, les encres, parce que nous, on ne monitore pas les encres qui sont, et donc ça peut rajouter du truc. Et puis, bien sûr, le linking et les autres choses. Et in fine, le learning to rank même peut avoir un effet. Dans certaines SERP, en fait, le contenu n'est pas ce qui compte. Ça va être plutôt autre chose. C'est le cas, par exemple, dans certains domaines du e-commerce où on voit des sites comme Cdiscount et tout qui se positionnent avec des contenus très pauvres. C'est que le moteur sait que, en fait, les contenus ne sont pas importants pour ces requêtes-là. Ça arrive, hein. Tu peux faire ce que tu veux. Ils ont un score de spam qui est énorme. Ils ont un score d'optimisation qui est énorme aussi, mais c'est juste des produits enculés les uns après les autres avec le terme exact, je ne sais pas, canapé cuir A, canapé cuir B. Exactement. Et au final, voilà quoi. Mais, et puis après, tu as des trucs amusants, hein. Par exemple, sur les thématiques du crédit, les premiers, c'est souvent des simulateurs où il n'y a pas de texte. En fait, le moteur comprend que pour cette requête-là, ce qui est attendu, c'est un service qui n'est pas un service qui est lié à de l'information. Voilà, typiquement. Il y avait un vieux truc, c'était cuire un œuf dur. En fait, il y avait un mec qui avait mis dans les années 2015, je crois, c'était juste un timer qui calculait le temps pour cuire ton œuf dur. Il avait 2 lignes en dessous. Et c'était les démos de la SHL de Paul qui avait dit, j'ai testé 100 mots, 200 mots, 500 mots, 1000 mots, j'ai envoyé des liens, j'ai fait tout ce qu'on voulait, tout ce que Google pouvait demander. Et en fait, c'était le timer qui gagnait parce que c'était l'intention du truc, quoi. Bah oui, ouais. Et effectivement, donc ça, c'est des indices que vous avez rajoutés dans Your Text Guru. C'est notamment la puissance, on va l'appeler comme ça, quoi, le PageRank, ou au moins la puissance du domaine ou l'estimation du PageRank, parce que tu peux avoir un contenu mieux optimisé, moins spam, mais si tu n'as pas de backlink, tu t'assois dessus, quoi. Et c'est marrant parce que dans les deux indicateurs qu'on a rajoutés, donc il y a ce fameux score de popularité, c'est donc lié à Babar, le Babar Authority Score. Donc c'est la qualité du linking avec un petit algo anti-spam derrière. Donc ça donne déjà un indice. Et puis on a rajouté aussi le nombre de mots-clés positionnés top 20 pour la page en question. Et ça, c'est assez amusant parce que ça permet de faire la différence entre des contenus qui sont des fois très larges et des contenus qui sont beaucoup plus focus. En fait, on peut avoir un premier qui est positionné sur 500 mots-clés ou un premier des fois qui est positionné sur 4 mots-clés. Et en fait, quand on regarde une SERP, on voit qu'il y a souvent comme une forme d'homogénéité et ça donne une idée sur les types de contenus. Quand tout le monde est à 100 mots-clés sur une SERP, ça veut dire qu'en fait, les contenus attendus sont très larges. Tout le monde est à 10 mots-clés, c'est-à-dire qu'on est ultra focus. Et donc, ça donne aussi une idée sur comment rédiger. En gros, c'est ce que j'ai un petit contenu. Alors, ce qui manquerait peut-être, mais je sais que c'est compliqué à récupérer pour vous, c'est la taille du contenu. Et ça pose de gros problèmes, quoi. Mais, ouais, c'est à la fois compliqué parce qu'en fait, c'est qu'est-ce qu'on définit comme étant la taille d'un contenu, hein, c'est ça la vraie question. Et qu'est-ce qu'on définit comme étant le contenu, tout simplement. Et puis, il y a un autre problème aussi sur la taille des contenus, c'est que si on met une double contrainte, taille des contenus, score, en fait, les gens ont beaucoup de mal à faire les deux en même temps. Et nous, on privilégie le score, parce que c'est ça qui est important pour Google. Et donc, on part du principe qu'un rédacteur, parce que les principaux utilisateurs de Your Text Guru pour cette partie-là, ce sont des rédacteurs, un rédacteur, il écrit comme un être humain doit écrire. Et donc, dès qu'il atteint un certain niveau d'optimisation, il converge vers la taille de contenu qui est celle attendue par Google aussi. Ouais. Une autre méthode d'acheter du contenu, c'est plus forcément sur une taille, mais c'est sur un score. Ce qui est compliqué à comprendre, notamment pour le pricing, c'est compliqué de dire, je vais peut-être te vendre un 350 mots attendu, 350, mais je vais te le vendre 800 mots parce que tu m'as demandé un score élevé. Et c'est une nouvelle méthode, quoi. Et c'est toute la problématique. On a le même cas pour Babar. Quand on sort des nouvelles métriques, première problématique, c'est de les faire comprendre aux gens. Oui, effectivement. Après, s'adapter et tout. Ouais. J'ai plein de questions. On avait listé pas mal de trucs. J'en ai qui me reviennent un petit peu comme ça. Est-ce que sur du e-commerce, typiquement, vous recommandez d'utiliser les scores ou est-ce que sur du e-com, c'est X dizaines de produits par collection ou par catégorie et on bourrine en lien? En fait, on n'est pas forcément tous d'accord chez Your Text Guru même. Ma pratique perso, c'est quand on sait qu'on est sur du e-commerce, qu'on est en train de faire des pages produits, etc. Le score, on le garde. Mais on fait très attention d'avoir une typologie structurelle, une topologie structurelle de la page qui correspond à l'attendu. Donc, on va toujours viser un score, mais on sait qu'on va mettre 15 produits. Et donc, on sait qu'il faut mettre les noms des 15 produits pour calculer le score. Et donc, le texte de 200 ou 300 mots qu'on rajoute d'habitude, ou on le fait complètement à part, mais on n'oublie pas qu'on va avoir les 15 produits en plus,
Et donc, on compare en allant voir les concurrents et en prenant à la main, en faisant un copier-coller, juste le bloc. Ou un cache de points du bon bloc. La vraie pratique, Exactement. c'est ça, quoi. Ouais. Ou sinon, on fait vraiment avec une page complètement intégrée et on utilise une comparaison page à page totale. Voilà. Ce qui veut dire qu'on pourrait imaginer une techno qui définit le bon nombre d'articles en fonction du texte qui est en dessous. Tout à fait. Le bon nombre de produits affichés avec une comparaison en temps réel. Ce que je voulais souligner tout à l'heure, moi, c'est pour ça que je suis tombé un peu amoureux de Your Text Guru. C'est dans l'essence même du truc, en fait. Donc, ce n'est pas un podcast pour faire la promo du truc. C'est juste que j'aime partager les méthodes de travail. Et... Non, mais il y aura un truc de merde, toi, je te le dirai. Ça ne me plaît pas. C'est qu'en fait, toi, tu regardes constamment ce que… Genre, vous regardez constamment ce que Google fait et ce que Google aime. Les autres outils de sémantique, c'est souvent un algo interne qui te dit il faut faire ça. Et quand Google change un peu ou quand il y a des trucs qui changent, en fait, on ne le voit pas forcément. Il faut le temps que l'algo recalcule. Toi, tu es en permanence en temps réel. C'est pour ça même moi, tu vois, sur des contenus qu'on a 4-5 mois de différence, on n'a pas les mêmes scores d'opti, on n'a pas le même vocabulaire. Ouais. Le guide de rédaction a vraiment changé en 4 mois. C'est un exemple. Des fois, ça change en 6 heures ou 10 heures. Je ne suis jamais tombé dessus, mais je te crois. Mais tu vois, typiquement, Google avait mal compris ce qu'était un t-shirt de type sport et un maillot de type sport. On rentre un site qui explique ce qu'est un t-shirt qui parle d'un sport. Il comprend qu'il y a les maillots d'un côté et il y a les t-shirts de l'autre. Et la SERP change complètement sur le sujet. Et le guide change complètement aussi. Qu'on n'aurait peut-être pas, tu vois, avec un outil qui calcule lui-même, quoi. En fait, moi, je jette la pierre à aucun outil, puis tous les outils ont le problème. Voilà. Mettre en lumière un truc, quoi. Mais par exemple, en ce moment, on utilise beaucoup, on parle beaucoup des modèles GPT-3, etc., BERT et compagnie. Si on utilise ces modèles pour trouver des mots qui vont ensemble, etc., ça marche, hein, ça donne des mots qui vont ensemble dans la langue générale totale. Donc, dans un modèle comme BERT, il y a des dictionnaires, il y a toute la bibliothèque de tous les pays, il y a du web, il y a de tout, en fait. Et donc, ça fournit un modèle de la langue qui est générique, qui va faire des belles phrases pour les êtres humains, pas forcément ce que Google attend pour être premier sur la SERP, je ne sais pas moi, pour la SERP rachat de crédit pas cher. Légumes. Voilà. Et donc, c'est pas tout à fait la même idée. Et donc, dans un cas, on est surtout sur plutôt de l'aide à la rédaction, mais pour faire des beaux textes. Dans un cas, c'est pour le moteur. Et nous, c'est vrai qu'on vise plutôt, parce que nos clients sont d'abord des gens qui veulent se positionner dans Google, on vise plutôt ce créneau-là, parce que c'est ce qu'on sait faire, en fait. On sait remonter des algos faits par d'autres. Voilà, c'est l'objectif. Hein. OK. Justement, ma question suivante, c'est tu t'adresses à un moteur, mais tu demandes à des humains de rédiger. Ça a vachement évolué depuis 2 ans, mais comment vous avez été accueillis au tout début par les rédacteurs? Parce qu'en fait, c'est des SEO qui t'utilisent en disant bah, écoute, tu vas me faire un score de 50, tu te démerdes. Mais moi, je sais que ça a vachement évolué, je forme mes équipes, mais j'ai mes rédacteurs et mes rédactrices qui... Alors, beaucoup voient désormais la manière dont je le présente, ils voient le guide comme une aide en disant putain, c'est vachement bien, je n'ai pas de recherche à aller faire sur le web, ça me permet de faire mon plan, je vais beaucoup plus vite dans les requêtes, je comprends comment les mots s'imbriquent entre eux avec les 2 et les 3 grammes. Mais il y a encore une partie qui est réfractaire en disant je suis rédactrice web ou je suis rédacteur, c'est mon métier, on n'a pas à me dire on n'a pas à me dire que je vais utiliser tel mot, quoi. Moi, je jette, donc là encore, je jette la pierre à personne. Moi, je serais incapable, et les gens qui travaillent avec nous, les rédacteurs qu'on a, etc., Lucie, chez nous, rédactrice à l'origine quand même, je pense serait incapable de travailler aussi vite sans outils. Voilà. Il y a aussi un côté, ça accélère vachement le travail, etc. Au début, ça a été très, 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 très dur. Et d'ailleurs, au début, il y avait surtout que des SEO qui nous utilisaient. Au fur et à mesure, des rédacteurs ont commencé à s'en servir. Il y a une entreprise bien connue en France, mais je ne vais pas dire laquelle, et je ne peux même pas dire de quoi elle parle, parce que sinon tout le monde sait directement qui c'est, qu'il y a plusieurs sites, qui, par exemple, avait fait un benchmark et ils s'étaient rendu compte, donc voilà, c'est des entreprises pure player, donc des gens qui, voilà, on trouve plus facilement des rédacteurs prêts à, voilà, des plus jeunes, souvent, plus débutants, prêts à utiliser les outils, parce qu'ils sont assez pragmatiques, hein, qui se sont rendus compte qu'ils rédigeaient, par exemple, 30% plus vite. En utilisant l'outil au début. Ça a été notre premier fait d'armes, et d'ailleurs au début on voulait publiciser l'outil en disant ça vous permet d'écrire plus vite. Puis après on s'est rendu compte que non, ça permet de ranker, donc ça
Ouais. Encore mieux. Tu peux rédiger plus vite, mais avec un score merdique de 5. Exactement, et ça nous ferait une belle jambe. Et en fait, là, objectivement, ça permet de rédiger des textes qui tiennent très bien la route, qui rangent bien, assez vite. Au fur et à mesure que les gens acceptent de s'en servir, en fait, ils adhèrent à l'outil. Et en fait, c'est vraiment ça qui est flagrant dans toutes les structures où les gens ont eu à la fois une formation à l'outil, généralement avec quelqu'un de l'équipe, et en même temps une obligation de s'en servir pour faire au moins X premiers tests, donc pour aller au bout de la démarche de découvrir l'outil. Ces gens-là, ils sont convaincus, ils continuent à s'en servir. Ceux qui ont vraiment plus de mal à se servir de l'outil sur le long terme, c'est des gens à qui on l'impose et qui ne sont jamais formés et qui ont des fois des préconisations ou des demandes, des contraintes qui leur sont faites par leurs clients, en fait, qui sont un petit peu en dehors des clous parce que le client lui-même ne s'est pas vraiment renseigné sur comment fonctionnait l'outil. Après, il y a des trucs qu'il faut voir quand même, parce que nous, on a donc énormément de clients rédacteurs qui sont. Les rédacteurs, c'est plutôt en volume, c'est un plus petit usage que les autres dans Your Text Guru, mais en nombre de clients, c'est les plus nombreux. Et ces rédacteurs, ils ont souvent plusieurs outils en fait, parce qu'ils sont sous-traitants pour une agence qui leur dit il faut être à tant de pourcents Your Text Guru ou tel score chez Bidule ou tel score chez machin, etc. Et donc, moi j'en connais qui sont sur 3 outils par exemple. Oh, c'est l'enfer là. Alors après, je peux même dire les 3 outils, j'ai aucun problème. Il y a nous, il y a un .fr, il y a SEO Quantum par exemple. Voilà, les 3 noms ressortent et les mecs, ils ont les 3 licences. En fait, ça coûte cher au final pour les rédacteurs. Et donc, voilà, c'est. Mais je comprends, les rédacteurs, ils sont en sous-traitance, ils ne peuvent pas s'offrir le luxe des fois de dire non. Ouais, je comprends. Voilà. Je te rejoins sur la formation. Hein. Tu ne mets pas des gens sur un outil en ayant des exigences et sans leur expliquer au moins comment ça fonctionne, au moins les 2 grammes, les 3 grammes, ces histoires de courbes. Le relatif a beaucoup de mal à être compris. En disant, dites-moi combien de fois je dois mettre tel mot. Non, ça ne marche pas comme ça. Si tu racontes tout un tas de bouillies sur 3 paragraphes, tu vas galérer à insérer un nombre de fois et tu vas dépasser. Parce que mine de rien, on ne peut pas demander un score peut-être de 30 pour 1250 mots. Ah non. Voilà, sauf que des rédacteurs te font 30 en 1250 mots parce qu'ils n'ont pas compris l'essence même et que le plan de rédaction de base n'allait pas, quoi. Ouais. Mais après, il y a des. Moi, c'est dans notre plan de, par exemple, certifier à un moment donné les rédacteurs. Et certifier les rédacteurs, c'est pas vérifier qu'ils sont bons en rédaction, en fait. C'est certifier le fait qu'ils savent se servir de l'outil, tout simplement. Donc, nous, je vois, on a pas mal de tutos. Les formations, c'est différent, c'est payant, mais on a beaucoup de tutos, etc. Et on se rend compte, en fait, il y a des gens, des fois, par rapport aux questions qu'ils posent, ils ont pas regardé les tutos et tout, en fait. Et je comprends, parce que regarder tous les tutos, ça prend 3 heures ou 4 heures. Hein. Faut pas. Voilà. Ouais, clairement. Et donc, mais effectivement, et d'ailleurs maintenant c'est amusant, une fois sur 2, nos réponses au support, c'est d'aiguiller vers une vidéo où on explique comment faire. C'est le top dans le support, c'est d'avoir le FAQ qui est travaillé très, très largement et de dire c'est telle vidéo à tel endroit. Tous les outils SaaS y passent de toute façon. C'est à un moment donné d'investir dans le FAQ et que au moins si tu as un chatbot ou ton interlocuteur arrive à t'orienter vers le bon truc. Quoi. Tout à fait. Ouais. Mais cette histoire de certif, c'est vrai que c'est pas toujours facile et comme tu l'as dit, on est bien sur utiliser l'outil et ranker et pas est-ce que tu rédiges bien. On n'est pas sur du littéraire, on n'est pas sur du Proust, on n'est pas sur on est sur du texte pour Google. Moi, j'utilise le terme, c'est pas moi qui l'ai inventé, de rédaction sémantique. On n'est même plus sur de la rédaction SEO, je suis même plus sur de la rédaction web, je suis sur de la rédaction sémantique. Et peut-être que tu as une belle plume, mais que tu n'arrives pas à faire du… Et on le voit, on a des rédacteurs qui sont vraiment sur du copywriting, d'autres qui sont vraiment sur de la belle écriture, lisible à l'être humain, avec ça fait plaisir à lire. Et nos textes SEO font peut-être pas plaisir à lire, mais ils plaisent à Google, quoi. Tout à fait. La question, c'est pour toi, est-ce qu'on arrivera un jour à faire les deux ? Un texte qui plaît à Google et qui est vraiment beau pour l'être humain, tu vois. Je prends un bouquin, je prends une partie de son contenu, est-ce qu'il va plaire à Google, en fait ? Je pense qu'il va finir par y avoir une forme de convergence dans tous les cas, parce que les algos de Google progressent quand même extrêmement vite. Aujourd'hui, les gens disent que les résultats de Google sont plutôt moins bons, qu'il y a des problèmes d'indexation, etc. Google a fait le choix
extrêmement audacieux de basculer vers l'utilisation d'algo de machine learning, on va dire le mot intelligence artificielle, dire au moins une fois. Voilà, c'est ce qu'ils appellent l'intelligence artificielle, peu importe, donc des algos d'apprentissage automatique beaucoup basés sur des réseaux de neurones. Ces algos, ils sont en création, c'est pas vieux en fait. On est sur des technos, voilà, les plus vieux de ces algos qu'on utilise actuellement, ils datent de 2010. Alors, ça paraît vieux pour certains qui nous regardent, mais il faut voir qu'avant, on utilisait des trucs, BM25, etc. C'était les années 70-80. Donc, on a quand même fait un saut assez important et vraiment, il y a beaucoup de choses qui ont été faites et c'est de la vraie grosse nouveauté. Ces algos, aujourd'hui, ils progressent très, très vite. Et donc, et ils ont pour but de capter ce que l'être humain est capable de faire. Et d'ailleurs, ces algos, il ne faut pas oublier qu'ils ont pour vocation, à terme, de rendre has-been un certain nombre de signaux périphériques que le moteur utilisait pour l'aider parce qu'il n'avait pas la vraie compréhension des textes. Et au fur et à mesure qu'il va l'avoir de plus en plus, normalement, il devrait s'améliorer, ce qui va flinguer tout un tas de petits sites en fait qui étaient un petit peu parasitaires, on ne va pas se mentir, mais voilà. Et donc, on va avoir une progression, donc on va avoir une forme de convergence. À quel moment ça va s'arrêter? Est-ce que ce sera vraiment de la haute qualité? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que après, il faut voir qu'à un moment donné, on va rentrer. C'était Amit Singhal, on parlait déjà à l'époque dans le concept de c'est plus le moteur de recherche, mais c'est l'assistant personnel en fait. Moteur de réponse, ouais. Ouais, voilà, c'est un moteur de réponse, etc. Et donc, peut-être qu'on évoluera plus vite vers un produit nouveau qui fait ça. Et à côté, enfin, je sais pas. Voilà. Après, c'est de la prospective, puis c'est aussi de la stratégie business. Je sais pas ce qu'il en sera, mais en tout cas, on voit une vraie amélioration de la qualité. Et là où on le voit le plus, c'est dans la génération de texte, parce que dans la génération de texte, on faisait de la bouillie à 2 balles. Et maintenant, on génère des textes qui ont quand même assez souvent un sens, même s'il n'est pas fou. Ce sens, ça a un sens. Donc, il faut imaginer que l'analyse a progressé de la même manière. Et en partant de plus haut déjà. Et donc, on est quand même sur des compréhensions qui sont assez fines. Voilà. Ok. Une question qui me vient, on ne l'a pas préparée, mais on a vu que dans les années 2010-2012, Google a eu des problèmes d'indexation, un petit peu à l'image comme aujourd'hui. On sait ce qui nous a sorti derrière, hein, Panda, Pingouin. Est-ce que d'après toi, sur le contenu, les problèmes d'indexation que Google rencontre aujourd'hui, c'est un petit signal qui commence à galérer pour indexer et manger tout le web? Est-ce que tu penses qu'il peut préparer un truc derrière ou simplement c'est toute cette IA et learning to rank qui va faire le job pour lui et qu'il n'a même pas besoin de sélectionner? Et en plus, il t'indique le fast indexing prochainement où il ne va même pas regarder le contenu, il va essayer de te choper l'URL et d'en découvrir on ne sait même pas quoi. Ouais, objectivement, ça fait quand même. Il y a eu des micro-updates en permanence dans les dernières années, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un très très gros. Enfin, oui, il y a eu plutôt des micro-filtres, etc. C'est Ouais. plutôt ça le Sur bon des trucs terme. précis comme Voilà. le Your Money, Your Life, la santé, le machin, mais Et il n'y a pas eu de très grosses updates au sens de, par exemple, vraiment quand Pingouin passe en mode continu complètement après avoir été passé 2 fois très brutalement ou 3 fois, là, ça change absolument tous les résultats en vérité de faire ça. Ça rend le moteur plus robuste, etc. Moi, je pense qu'on n'y coupera pas. Il faut se rendre compte aussi que sur la partie contenu, le moteur a préparé des avancées qui sont beaucoup annoncées avec l'algo MEM, par exemple. En fait, donc l'algo BERT a quand même beaucoup aidé pour la compréhension de l'intention. On parle de l'algo MEM et il y a un algo qui est passé complètement inaperçu entre les deux. Pourtant, il y a eu des publics chez Google sur le sujet qui s'appelle Smith, qui est une avancée de BERT en fait, où c'est amusant parce que je vais prononcer un terme dont tout le monde dit c'est un truc has-been, c'est les années 70, c'est une version croisée entre BERT et TF-IDF en fait, pour prendre le meilleur des deux mondes. Ce qui était bien fait avec les anciennes méthodes, ce qui est bien fait avec les nouvelles, on met ensemble pour faire un truc qui est mieux que tout. Et donc ça a beaucoup amélioré les trucs, ça a permis d'avoir des fenêtres de compréhension sur les textes plus longues. Avant, BERT pouvait utiliser que des petites fenêtres, 512 tokens, on se fait, je sais pas, peut-être 400 mots, 300 mots. Ils sont passés à 2048, ce qui permet de processer d'un seul coup des textes beaucoup plus grands. Et donc, il y a eu des avancées. Et puis, il y a MEM qui arrive. Et en fait, MEM, il va y avoir une vraie rupture le jour où ils arriveront à le passer en prod. Je précise, le jour où ils arriveront à passer en prod. C'est pas un problème de réussir à fabriquer l'algo, c'est le problème de l'industrialiser. Et là, ça va tout changer parce que c'est ce qu'on appelle multimodal. Donc, il y a le texte, l'image, la vidéo, etc. Et donc, en fait, on a plusieurs sources. Et donc, on pourra dire, ouais, ce texte, il est bien,
mais en fait, les mecs, ils ont mis une image complètement pipotée, machin, qui n'a rien à voir avec le truc, que je connais déjà, que ci, que ça. Et l'algo d'intelligence artificielle peut se rendre compte que le texte n'est donc pas aussi qualitatif qu'on ne le croit, enfin le contenu. Par contre, il y en a un autre qui est en train d'expliquer sa recette de cuisine. On voit que c'est sur la photo, c'est une photo amateur d'un truc, machin. C'est peut-être que c'est vraiment plus, et donc il y aura une compréhension plus fine de beaucoup de choses. Pour l'instant, on n'y est pas encore parce qu'industrialiser un truc qui fait de la multimodalité, c'est très très compliqué. Moi, j'ai travaillé là-dessus quand j'étais chez Quant, en fait, avant de partir de chez Quant. Mon dernier projet, c'était le truc multimodal et on avait fait un démonstrateur qu'on avait montré à une conf américaine. Ça marche bien, mais en vérité, quand tu l'industrialises, c'est très très compliqué. Voilà, processer une image, si ça te coûte $1, bah, en fait, tu le fais pas. C'est tout ce qui est un peu flippant quand on ressort de chez vous en formation. Genre maintenant, vous ne les faites plus en présentiel, mais on faisait avant notamment la masterclass et ainsi de suite. En fait, tu flippais en te disant, ouais, je peux me faire éclater de partout, les schémas de spam, ils sont visibles, ça s'éclaire comme des spotlights, nanana. Mais en fait, vous avez toujours rappelé en disant, ouais, est-ce que Google veut le faire? Est-ce qu'il a le budget? Est-ce que ça l'intéresse? Donc, j'ai envie de dire, en étant le moins crade possible et en étant le moins mauvais, tu peux peut-être passer la petite limite au-dessus du panier qui fait que tu ne te fais pas des zingues, quoi. Ouais, mais dans les formations, c'est amusant parce qu'il y avait cette partie où on analysait le pingouin qu'on a fait. Je ne sais plus si c'était. On l'a pas tout le temps fait cette partie, mais ce qui était amusant, c'était de voir par exemple que Google ne se préoccupait que des 20 premiers de la SERP Ouais, pour le pingouin. Et donc, si tu étais 21e, en fait, tu passais à l'aise. Voilà. tu étais le plus mauvais parce que tu étais 21e, mais en fait, tu devenais le premier parce que tous les bons s'étaient fait dégager, quoi. Voilà. Et donc, c'est toujours pareil, c'est un classement Google. Donc, il faut être suffisamment bon. Mais sur certains critères, sur tous les critères qui vont être un peu litigieux, il ne faut pas être celui qui pousse le plus. Ok. Ce qui m'amène à te poser une question qui m'a été posée. Donc, moi, je sais la réponse que tu apportes, mais publiquement, ça serait sympa. Il y en a qui me disent oui, j'aimerais mieux des H3 ou des H4 au lieu d'un chapeau en H2, puis je préfère des H3 comme ça. Puis moi, je ferais bien une lecture verticale avec du gras, de l'italique, du zizi souligné parce que c'est beau et tout. Concrètement, à part apporter des choses au lecteur, ce que je peux comprendre, est-ce que ça amène un signal à Google, quoi? Ou est-ce qu'au final, ça sera un peu pareil? C'est marginal. Ça ne peut jamais être rien du tout. C'est un peu comme le temps de chargement, cette histoire, quoi. Ouais. Est-ce que ça compte? Oui. Est-ce que ça compte beaucoup? Non. Voilà. Après, je sais que John Mu a dit les contenus en gras sont analysés plus finement, etc. Je laisse les gens décider de est-ce que c'est vraiment si important que ça ou pas. Mais c'est pas le truc le principal. Et il y a un autre truc qu'il faut comprendre par rapport à tous ces signaux. En fait, les gens ont tendance à dire le contenu, il a une pertinence ou il n'a pas de pertinence par rapport à une requête. Mais en fait, le moteur, c'est pas comme ça qu'il fait. Le moteur, il a des dizaines de signaux sémantiques. Et ensemble, ces signaux fabriquent je sais pas, un pattern de pertinence ou pas, quoi. Mais grosso modo, par exemple, quand on dit qu'il faut mettre les mots-clés dans le title, c'est vrai, il faut le faire, hein, attention. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas le faire. Mais ce n'est pas un signal qui augmente la pertinence du contenu de la page, c'est un signal qui augmente mettre les mots-clés dans le title, ça augmente la valeur du signal. Les mots-clés sont dans le title. Et il y en a tant que ça. Voilà. Et c'est un signal qui est pris après par l'algo de Learning to Rank et qui est utilisé ou pas selon ce qui se passe sur la SERP. Si tout le monde bourrine son title, bah, le signal title, il est plus discriminant. Et donc, le moteur, il s'en fout, en fait. Donc, ce qu'il faut, c'est un peu avoir une analyse un peu fine. Les contenus, globalement, il faut qu'ils soient pertinents. Il y a des bonnes pratiques en termes de SEO sur lesquelles il ne faut pas exagérer, mais il faut les faire. Et puis voilà, quoi. Il y a le minimum requis pour être là, et derrière, il y a les petits trucs qu'on voit en plus ou qu'on ne voit pas. Exactement. Okay. Ce qui amène notre prochaine question. Tu en avais parlé déjà dans une conférence. Quand je veux optimiser un site pour rentrer dans le top 50, top 30, top 20, top 10 et top 3, globalement, peut-être les grosses étapes, je pense, est-ce que j'ai la même stratégie ou est-ce que, notamment d'un point de vue netlinking et d'un point de vue contenu, je ne travaille pas, peut-être le contenu, je ne le retravaille pas 2-3 fois de suite? Ouais, alors il y a plein de trucs par rapport à ça. Alors d'abord, les stratégies. J'ai ouvert les slides carrément du truc de la conf où j'en avais parlé, parce que je risque d'oublier sinon la moitié du truc. Mais globalement, la première chose, donc je scrolle sur mon truc, la première chose, c'est que le moteur, il fonctionne par un mécanisme. Alors, le terme technique, c'est TOPK.
on parle de champion list souvent aussi. Il fonctionne par un mécanisme très simple. En fait, le moteur, il essaye de dépenser le moins de pognon, tout simplement, pour faire son classement. Et donc, il a des algos, des signaux à analyser qui lui coûtent plus ou moins cher à calculer. Et donc, quand une page arrive, il va dire, est-ce que cette page est dans le top 100 ? Pour décider si elle est dans le top 100, globalement, ne dépense pas trop d'oseille. Une fois qu'elle est dans le top 100, on dit, est-ce qu'elle est dans le top 50 ? Là, je suis prêt à mettre un peu plus de moyens. Puis, si c'est dans le top 20, puis etc. Donc, en fait, plus ça va, plus ce qui va être utilisé pour différencier les pages, ça va être plus fin. Par exemple, quelqu'un si on dit, tu es dans le top 5, je suis prêt, en tant que moteur, à mettre beaucoup plus d'argent pour savoir si tu mérites d'être premier que si tu étais 90e. Voilà. Et donc, il y a ça. Donc ça, c'est ce mécanisme-là. Et après, qu'est-ce qui compte ? Alors là, il y a des trucs qui sont assez amusants parce qu'il y a des vrais effets de seuil. Par exemple, où se place une page qui a une bonne sémantique attendue par Google ? Naturellement, si vous avez un site qui est raisonnable, c'est-à-dire qui a une popularité normale, qui a des pages qui sont bien gaulées, etc., que vous n'avez pas à exagérer sur le spam, si vous faites un très beau contenu, naturellement, vous êtes forcément au moins généralement dans les 25 à 30 premiers. Quasiment automatiquement. Si vous avez un site de bonne tenue, vous pensez de bonne tenue, et que vous faites un contenu que vous pensez de bonne tenue, et que vous vous retrouvez 90e, ou bien vous êtes dans un domaine où il y a vraiment une compétition acharnée sur les contenus, et donc vous êtes derrière, ou alors juste votre contenu n'est pas aussi bien que vous le croyez, ou alors votre site n'est pas aussi bien que vous le croyez. Mais en tout cas, il y a un truc qui ne va pas. Après, qu'est-ce qui fait l'arbitrage ? Comment, par exemple, on passe des pages qui sont top 50 vers top 20, c'est-à-dire les gens qui sont 30e, 40e, les gens qui sont avant la 20e place. Là, les choses commencent à changer. Top 50 vers top 20, par exemple, typiquement, donc on est dans des pages qui ont déjà une bonne sémantique, sinon elles ne peuvent pas rentrer dans le top 20. Et dans ces pages qui ont une bonne sémantique, le moteur va commencer à regarder des scores de popularité vraiment. Est-ce que le site est populaire ? Mais le site, pas la page. Le site est-il populaire ? Si vous êtes sur un site populaire, plus populaire que les autres, et que vous avez une page qui a un bon contenu, vous serez dans les 20 premiers. On parle de root de domaine, là. Alors, pas le root de domaine, le host. Oui, pas tout à fait la même chose. Voilà. Oui, okay. Donc, le www.toto.com, par exemple, et pas le domaine. Et donc, ça, c'est le truc qui est le plus important. Après, il y a des trucs qui ne sont pas importants. Par exemple, excuse-moi, reviens sur le sujet. Ça dépend où j'ai set up mon site. Si je l'installe sur le 3W ou sans le 3W. Dans un cas, c'est le host vide. Toto.com, c'est le host vide. Ouais. C'est pas le domaine toto.com, c'est le host vide.toto.com. Mais du coup, si j'ai mon host vide toto.com, j'envoie mes BL vers toto.com. C'est ça, mais en tant que host, en fait, pas en tant que domaine, techniquement. Mais bon, c'est pas. Parce que tu pourrais avoir un autre domaine, tu pourrais avoir un autre host, tu vois. Oui, je pourrais avoir. Mais c'est le cas où le host et le domaine sont, en termes de data, confondus. Ouais, ok. Donc, c'est amusant, pour expliquer un petit peu à tout le monde, c'est que quand vous avez un domaine, notamment un expiré, vous regardez s'il a la meilleure version d'install sur le 3W ou sans le 3W pour récupérer un maximum de jus sans avoir de 301. Par exemple, j'ai un domaine qui était installé sur le 3W qui a pris vachement de backlink. Si je le réinstalle sans le 3W, j'ai déjà une 301 que je pense que Google a compris quand même, mais ça te rajoute une étape de plus alors qu'on pourrait prendre le jus en direct, quoi. Et c'est encore plus visible sur des sites qui ont beaucoup de sous-domaines. Je vais dire n'importe quoi. Un site qui parlerait de sport. Il y a 3 sports, le vélo, l'aviron et le cheval. Et puis qu'on a fait des sous-domaines. vélo.sport.com. En fait, si on rachète le domaine à un moment donné et qu'on veut y mettre autre chose, par exemple un truc de basket, il faut aller voir la liste de tous les sous-domaines qui ont existé pour voir ce qu'ils ont, eux, en termes de métriques, parce qu'en vérité, il faut les rediriger habilement les uns derrière les autres. Voilà. Parce que si on ne le fait pas, on a une vraie perte. Ouais. Okay. La gestion des expirés, en fait, c'est pas. Enfin, il y a des choses qu'on ne voit pas et c'est problématique. Et donc, il faut être capable de remonter le truc. C'est pour ça que archive.org, par exemple, c'est extrêmement. Enfin, The Webpack Machine, c'est extrêmement pratique pour ça. Voilà. Par exemple. Alors, ensuite, si on avance, par exemple. J'ai sous les yeux le top 20 vers le top 10. Quand on commence à rentrer dans le top 10, c'est un peu différent parce que les métriques au niveau des pages commencent à être importantes. Et la sémantique redevient importante à nouveau, très importante. Globalement, quand on commence à arriver autour de la 15e place, il faut qu'on ait une meilleure sémantique que les autres. Et là, commence à arriver vraiment. Alors, on peut le faire dès le début, une meilleure sémantique que les autres. Mais si on ne l'a pas, à ce moment-là, il faut vraiment commencer à le faire. Et rentrer dans cette logique de je regarde les 3 meilleurs, j'essaye de faire mieux qu'eux, etc. Et en même temps, quand on a un site puissant, au niveau du host, on est d'accord, ou du host vide si on veut être un puriste, on arrive quand même à faire des top 20 avec des contenus un peu dégueux, quoi.
C'est ça. Et si le contenu est bon, on va être 15, 10 peut-être. Et si on veut avancer plus, il faut commencer à faire des liens aussi vers la page. Voilà. C'est ce que se plaignait Alexandre Thuriot, je crois, avec radin.com, où il disait on a fait des tests à écrire n'importe quoi dans n'importe quelle thématique mal classée. On était top 15 ou top 20, je ne me rappelle plus de ces tests, Ouais. mais sur des trucs délirants, quoi, qu'il n'avait jamais Ah testé. bah oui. Et après, qu'est-ce qui fait la différence top 10 vers top 5? Donc la sémantique, ça compte, mais à partir de ça, à partir du moment où on est dans les 10 premiers, le danger SEO commence à être très important. Parce qu'on a vite fait, parce qu'on est à niveau d'optimisation égal un peu trop suroptimisé, on a vite fait d'être 6e ou 7e plutôt que 3e ou 4e. Voilà. C'est ça qui va faire la petite différence. Et après, quand on est dans les top 5, etc., là, on rentre sur des trucs qui sont beaucoup plus... là, ça commence à être vraiment très compliqué parce que en fait, c'est toujours pareil. Quand on est top 100 vers top 50, j'ai dit, il y a peu d'algos qui sont en jeu. Donc, en fait, il y a 3 gros trucs qu'on doit manipuler, hop, c'est gagné. Quand on est top 5 pour passer premier, deuxième, troisième, en vérité, tous les signaux sont utilisés à ce moment-là, tous. Donc, la question, c'est comment on joue avec. Est-ce que je fais de l'ADS? Est-ce qu'on me Voilà. remarque rechercher? Et par exemple, nous, ce qu'on a remarqué, c'est que les encres, ça devient vraiment important quand on est dans le top 5. Avant, ce n'est pas inutile, mais les encres commencent à être vraiment importantes dans le top 5. Alors, pour plein de raisons, mais une des raisons aussi toute bête, c'est qu'une encre qui apparaît dans le top 5 directement vers la page, c'est dire aussi qu'il y a un lien puissant travaillé aussi vers la page. Et donc, c'est un lien qui a de la valeur. Et donc, globalement, en fait, si on résume de manière très grossière, je fais de la sémantique sur un host pas dégueu, paf, je suis dans les 30. Je fais du linking, je passe dans les 20 ou 15. Je refais de la sémantique, je passe en bas de première page. Et là, je fais du linking vers la page directement. J'optimise pour avoir un danger SEO pas trop fort. Et normalement, je suis dans les 5 premiers. Et après, ça devient plus compliqué. Mais quand on en est à réussir à placer toutes ces pages dans les 5 premières, ouais. En fait, on finit par comprendre après ce que le moteur attend. Et puis, tu as un effet, je pense, de masse qui fait que, comme tout le monde est top 5, les visiteurs, la recherche de marque, le retour sur le site, le retargeting, l'emailing, tout ce que tu veux doit te faire gratter un petit peu, quoi. Mais il y a des requêtes comme ça où on voit que de toute façon, le top 5, c'est Amazon, c'est Cdiscount, c'est eBay, c'est La Redoute. Et toi, tu as bon faire ce que tu veux, tu es 6e et puis basta, quoi. Ouais. Et c'est amusant de voir, par exemple, de regarder sur certaines requêtes. Je jette un coup d'œil de temps en temps. Il y a beaucoup de requêtes où Wikipédia est 6-7e, par exemple. C'est toujours amusant de voir qu'est-ce que ça veut dire que Wikipédia, parce que Wikipédia, généralement, où ils sont là, où ils ne sont pas là. Et quand ils sont là, ils sont genre premier, deuxième. Sinon, ils ne sont pas là. Les requêtes où Wikipédia est 6e ou 7e, ça indique quand même vachement de choses sur la typologie des signaux qui sont utilisés par Google. Parce que Wikipédia, bien sûr, c'est des liens, mais c'est aussi un contenu qui est généralement très puissant. Très long, ouais. Et donc, le seul truc qui peut poser problème, c'est l'intention qui n'est pas bonne. Et donc, ça dit beaucoup souvent sur la SERP en elle-même par rapport à cette requête. Enfin, voilà, c'est des choses... En fait, ce qui est amusant, c'est aussi de voir à quel moment des gens qui devraient performer dans certaines circonstances ne le font pas, puisque ça donne un indice de ce qui n'est pas utile par rapport à la SERP en question. Voilà. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que je suis un entêté. Donc, si j'ai compris que c'est une requête e-commerce, je la dédouble toujours en informationnel. Et des fois, à un moment donné, cette page se met à popper alors que tout le monde est e-commerce. Et Google se dit, tiens, je vais essayer de foutre 6e un mec qui n'a rien à foutre là, mais tu es le seul à avoir fait une requête un peu informationnelle sur le sujet. Par exemple, je ne sais pas, tasse à café, tu as fait comment utiliser une tasse à café ou qu'est-ce qu'une bonne tasse à café. Tu n'as promu aucun produit, tu n'as pas fait de box, tu n'as pas fait de bouton acheter ou panier ou voir. Et cette page arrive des fois, et des fois jamais, à venir détrôner un peu d'autres sites e-commerce en plein milieu parce que Google doit tester des trucs, soit du bandit manchot, soit je ne sais quoi. Après, en plus, dans la plus belle logique de la gestion du PageRank, tu peux t'en servir comme page de boost de cette page pour pousser ta page produit et tu auras un effet généralement qui est plutôt bon. Ouais. Et alors, une question du coup qui me vient, est-ce que tu es contre envoyer du backlink vers une catégorie de produits ou est-ce que tu passes toujours par un article de blog tampon qui va venir linker cette catégorie? Parce qu'on entend dire, ouais, c'est pas naturel qu'une page catégorie prenne des BL. Mais c'est pas vrai. Ouais, voilà. Je sais pas, je parle de machine à laver, j'envoie vers toutes les machines à laver, quoi. Par contre, ce qui n'est pas naturel, c'est de dire sur un site qui parle d'une machine à laver, allez donc voir la catégorie machine à laver, point. Enfin,
Enfin, c'est très mal expliqué ce que je suis en train de dire. Ce qui est naturel, c'est quel est le contexte dans lequel on met un lien. Un lien vers une page profonde, c'est naturel s'il est. C'est d'autant plus naturel qu'il est proche d'un autre lien qui va vers le site en lui-même, en home. Chez Darty, lien sur Darty, il y a une très belle machine à laver, une des sites machin truc, lien vers la page. En fait, 2 liens vers le site. En fait, le problème qu'on a dans le SEO, c'est que les gens ont peur de faire des liens, au final. Ils font, quand on achète des liens, par exemple, on demande souvent un lien. Alors, je suis désolé de ce que je vais dire, hein. Elliot, tu as aussi cette pratique de vente de liens, donc il faut que je fasse gaffe à ce que je dis, mais le truc, c'est que souvent, on est trop radin. On dit, j'ai mon site, il faut que je le mette en avant. Des fois, on dit, je vais mettre en avant 1 ou 2 sites bien connus qui sont concurrents de personnes, comme ça va noyer le poisson. La réalité, c'est que, moi j'ai fait des micro-études, mais quand on prend les BL, le nombre de liens sortants sur les pages qui sont des BL pour des trucs bien positionnés, donc, ce qui fait performer, on se rend compte qu'il y a 10, 20, 30 liens par page. Alors bien sûr, il y a les liens internes, une fois qu'on les enlève, dire que les sites, en fait, ils ont 4, 5, 6 liens externes sur une page. Quand on fait un lien sur un site qui est fait pour ça et qu'on met que 2 liens, en fait, c'est pas normal. C'est pas normal. Et donc, il faut faire feu de tout bois. Moi, je n'ai pas du tout peur, par exemple, de mettre 2-3 liens vers le même site qui est celui que je dois faire ranker. Parce qu'en fait, c'est pas un problème. Il y a la page profonde en question, il y a la home, puis des fois, il y a un autre truc. Puis après, je mets 2-3 sites informationnels du même sujet, parce qu'en fait, il n'y a pas de compète entre le commerce et l'information, sauf de rares fois. Donc, je prends le risque. Et ça me fait 4 ou 5 liens, tous thématisés. Et donc, Google n'a rien à y revoir là-dedans. C'est pas, je vais essayer de noyer le poisson en mettant un lien vers gouv.fr, machin truc, puis un lien vers Wikipédia, et puis un lien vers mon truc qui vend des casseroles. C'est, voilà, truc, comment j'utilise ma casserole, mec vend des casseroles, la casserole modèle truc, voilà, et puis 2 liens vers des sites de cuisine qui parlent des casseroles. Mais quel lien va prendre Google? Parce que tu sais, il y a une histoire de continuité. Ça ne sert à rien de faire 36 liens vers le même domaine depuis le même host. Alors, par contre, il y a un truc, c'est que par rapport aux encres, etc., on va privilégier de mettre le lien qui est le plus important pour soi dans ceux qui pointent vers le site en premier. Donc, si j'ai 5 liens, 2 vers des sites qui ne sont pas à moi, 3 qui sont vers le même site que je veux privilégier, je mets en premier le lien qui est le plus important pour moi. Est-ce que Google va prendre moins en compte les autres? Je ne sais pas comment il va le faire, parce qu'on n'est pas dans les secrets de Google complètement. Et donc, on ne peut pas. Voilà. Et donc, on prend le pari que c'est plutôt le premier lien qui compte. Voilà. Et ça paraît raisonnable comme pari. OK. On s'est positionné, la page monte bien, mon host vide, il est beau, nanana. On optimise avec Your Text Guru, bien évidemment, le contenu pour lui redonner un petit peu de peps. Comment tu utiliserais la Search Console par rapport à ça, notamment sur des contenus un peu larges où tu vas fouiller dans ton URL et puis tu vois que tu te positionnes sur tout un tas de mots, notamment des mots qui sont peut-être, entre guillemets, moi, ce que j'appelle rares, c'est-à-dire que tu n'as que 2 concurrents qui les ont. Your Text Guru ne les a pas remontés parce que tu fais des statistiques, entre guillemets, où tu essayes de voir la grosse masse. Est-ce que tu peux faire la diff avec, alors j'exagère vraiment, mais un mot que seulement 2 concurrents utilisent, toi tu ne l'as pas, est-ce que tu penses vraiment que ça va changer un truc? Alors, si c'est un mot que 2 concurrents utilisent et qu'il est important pour Google, on l'a. Okay. Si c'est un mot qu'un seul concurrent utilise, on ne l'a pas, très probablement. Ou alors, il faudrait vraiment des circonstances invraisemblables, mais normalement, on ne l'a pas, pour éviter en fait les gens qui pourrissent exprès les SERP. Et donc, c'est très compliqué d'arbitrer. Moi, ce que je fais dans ce cas-là, s'il y a un truc que je vois, alors c'est plutôt, par exemple, si je vois qu'une page se positionne sur un truc pas très bien, mais qui n'est pas ce que j'avais envisagé et tout, tu vois, je refais un guide à partir de cette information pour voir le croisement d'informations qu'il y a entre le guide, ce nouveau guide, et ce que j'ai fait. Si le croisement est fort, c'est peut-être qu'il y a un truc à explorer, sinon je laisse tomber. Ou alors tu fais une autre page qui va venir compléter avec le bon maillage. Je fais une autre page si je pense que c'est bien. Et attention, cette page, je le fais un lien depuis le premier article, parce que c'est quand même celui qui a fait émerger le concept, avec une encre contextualisée vers le deuxième article. Donc, toujours la méthode maillage interne avec génération d'un cocon sur Your Text Guru. Exactement. On regarde des proximités sémantiques entre. Tout à fait.
Ouais. Après, moi, je fais ça parce que voilà, on a construit l'outil pour le faire, hein, mais on peut le faire autrement. Hein, ça, il suffit de. Voilà. Ouais, moi je fais les deux méthodes un peu selon si j'ai un blog en mode article ou si j'ai un site plutôt en mode page qui est méga thématisé. J'ai la méthode Laurent, la méthode Perronnet, je mixe un peu les deux souvent. Mais j'ai pas vu de vrai diff en fait entre les deux. C'est plus une question de croyance et les deux fonctionnent extrêmement bien. Il y a rien à redire là-dessus. Une dernière question concurrentielle et après on parlera un petit peu de Babar. Mm. Je suis sur une SERP où 5 acharnés SEO comme moi sont aussi. J'arrive, je sais pas, huitième parce que j'ai un beau score de SEO et j'ai un danger assez faible. Mon concurrent regarde, il utilise aussi Urtex Guru. Il dit, ah, le salaud, il avait monté à 40, moi j'étais à 20, vas-y, je monte à 45. Dédé, le dixième, il dit, ah, les bâtards, ils sont montés. Vas-y, moi je mets 50, allez, hein. C'est puis c'est la surenchère à qui va mettre le meilleur score. Est-ce qu'à un moment donné, on a un plafond de verre? Est-ce que c'est une bonne pratique? Et est-ce que c'est plutôt le contenu versus le BL? Est-ce qu'on fait les deux? Est-ce que, tu vois, quelle est la limite de l'outil, quoi? Alors, est-ce que c'est une bonne pratique En tout cas, on voit que ça arrive. Voilà. Euh, il y a plusieurs éléments de réponse. Alors déjà, euh, ça va dépendre comment les gens procèdent. C'est vrai on a parlé un petit peu de cette question avant. C'est pour ça que j'ai eu le temps de réfléchir pendant qu'on discutait d'autres choses. Mais euh, il y a un truc. C'est quand Dédé arrive, dit ah putain merde, Elliot il est à 40. Si Dédé il dit moi je passe à 70, en fait il crée un gap vraiment fort. Et donc là, Google peut dire direct, on arrête le jeu. Et en fait, il pénalise Dédé, et donc plus personne. Alors, les gens comprennent que voilà, il y a un truc qui se passe. Et donc, alors, le vrai problème, c'est quand le truc, c'est des augmentations fines. Tu as fait 40, moi j'arrête, je fais 42. Patrick nous tire la bourre, il est à 45. Mon frère arrive, il fait 47. Donc là, c'est plus compliqué. Donc là, ça monte tout doucement. Et d'ailleurs, c'est amusant, c'est que s'il se passe ça, en vérité, ça va brouiller les cartes. Ça va pas forcément avoir Enfin, ça va faire un truc bizarre sur le ranking. Mais bon, parce que de deux en deux, en fait, c'est quasiment les. Enfin, tu vois, on peut Ouais, pas vraiment. bah, tu vois rien. Et à un moment donné, ce qui est sûr, c'est qu'on ira au-delà de ce qui est raisonnable pour exprimer une intention. C'est-à-dire que Google a quand même une compréhension statistique, qui n'est pas une vraie compréhension, hein, mais il y a une espèce une réalité statistique qui émerge, qui fait que pour répondre à une certaine intention, au bout d'un moment, sinon on en fait trop et ça marche plus, quoi. Et donc, de fait, il y a un moment donné où ça va finir par s'arrêter. À quel moment ça s'arrête? Je pense que c'est très sectoriel parce qu'on voit des domaines où il y a des trucs qui sont absolument incroyables. Et en fait, je pense que Your Guru n'est pas calibré forcément dans certains domaines pour voir à l'endroit où ça s'arrête, parce que l'endroit où ça s'arrête peut être vraiment beaucoup plus haut. Je pense que les maximums qu'on accepte d'afficher, nous, en termes de score, je pense à des domaines qui vont être peut-être des fois très techniques. Et en fait, dans des domaines très techniques, plus un texte est long, plus son score augmente. Ça, c'est mécanique. Et il y a des domaines où je pense qu'on peut dire en 10 000 mots ce que les gens attendent. Donc, dans ce cas-là, nous, au bout d'un moment, on arrive au bout du score qu'on est capable de délivrer et peut-être ça passerait auprès de Google. Il y avait aussi une histoire de longueur de contenu. Si tous mes concurrents arrivent à faire le même score que moi en 3 fois moins de mots, j'ai du mal à me classer ou je vais descendre ou ils passent devant moi parce que moi, je le dis en 10 fois plus de mots, quoi. En fait, c'est très amusant, c'est que dans l'étude, hein, c'est toujours la même étude qu'on avait fait. Je vais prendre la courbe pour donner le chiffre exact. Elle est où cette étude? Elle est là. Mais ce qui est amusant, c'est à quel moment ça s'infléchit. J'y arrive. Décidément, je dis que j'y arrive. Voilà. La taille, en fait, quand on a une montée continue de la taille des textes jusqu'au top 5. Mais là où ça monte vraiment, c'est top 20 vers top 10. Donc, en fait, jusqu'au top 20, les textes font une certaine taille qui est raisonnable, et puis ça monte. Ça commence à monter, et ça monte très, très fort quand on rentre dans le top 10. Et fin du top 10, top 5, c'est à peu près standard. Et d'un seul coup, ça chute, mais c'est plus bas que tout le reste quand on est dans le top 3. Alors, bien sûr, c'est des statistiques, et ça ne veut pas dire qu'il faut faire des textes courts pour ranker, puisque d'abord, ce qui est le plus important, c'est d'avoir le bon score. C'est-à-dire qu'à score égal, les gens les plus synthétiques sont plutôt valorisés. Voilà. Ce qui met quand même pas mal en exergue la qualité de la rédaction. Tout à Tout à fait. l'heure, on parle de score, on parle de taille de contenu, on parle d'utilisation de mots, de proximité de mots et tout. C'est ouais, deux textes qui disent la même chose n'ont peut-être pas forcément le même poids aux yeux de Google, quoi.
Ouais. Et puis la qualité, si on le voit, hein, quand on utilise la courbe Your Text Guru, voilà, si on fait les choses avec des textes qui correspondent, alors comment la calibrer pour savoir, quand je dis que c'est un plateau et un truc en dents de scie, hein, c'est pas en disant, c'est pas, alors, on l'a pas du tout compris ce phénomène en utilisant Your Text Guru. En fait, on a pris des textes écrits par des journalistes qui se positionnaient bien et on a regardé les formes de courbe. Voilà, c'est pas foulé, hein. Donc, quand tu as des textes qui sont très bien écrits et qui performent super bien, il y a un truc. Donc, on va voir à quoi il ressemble et c'est toujours un plateau des dents de scie. Toujours. Et donc, c'est comme ça qu'on dit que c'est le type de texte qui est probablement vu comme statistiquement le plus qualitatif. Et pas Encore une fois, forcément ce sont mon des truc. statistiques. Ouais, et pas forcément mon texte qui suit le orange, pile poil, Non, au poil de cul, ceux-là, ils peuvent performer s'il n'y a personne qui a fait un plateau des dents de scie derrière. ou si tout le monde est comme ça. Voilà, c'est ça. On le voit dans la requête consultant SEO, par exemple. Plateforme de netlinking, ou netlinking tout court, ouais. Ouais. Et donc là, c'est voilà. Ok. Ce qui est amusant, c'est que quand on regarde la forme de la courbe d'une page, on sait aussi quel est l'outil qui a été utilisé pour faire l'optimisation généralement. Voilà. Marrant. D'accord. Parce qu'il y a certains outils qui donnent, ça se voit. Qui donne une courbe précise, quoi. Un peu comme on a en Exactement, une Python. forme de courbe. Ouais. Ouais. D'accord. On parle un petit peu de Babar. Ouais, allez. Voilà, Babar, le meilleur outil au monde pour faire du netlinking, le futur du netlinking. Ah non, c'est pas ça. sur mon En deux mots, Babar, c'est comme un moteur de recherche, mais au lieu de délivrer des résultats de recherche, on a choisi de délivrer des signaux qui permettent de comprendre le positionnement, enfin, voilà, comment un site va se positionner. C'est l'idée. Ok. Donc là, aujourd'hui, on utilise tous, je pense, les indicateurs à peu près classiques qui conviennent pas, on en pense qu'on en veut, mais on parle en TF, en CF, en DA, en TTF, en ce qu'on veut. Vous avez amené un nouvel indicateur. Alors, il y en a plein d'indicateurs, mais il y en a un qui, pour moi, suit vraiment tu vois, il a vraiment l'odeur du PageRank, qui est la force induite. Tu peux nous en dire un peu plus et comment c'est calculé? Qu'est-ce qu'on doit en déduire? Est-ce qu'il y a des bugs? Genre pas des bugs, mais est-ce que des fois ça veut strictement rien dire en fait? Oui, alors déjà, il faut voir que la force induite, alors c'est pas une idée c'est une idée que j'avais eue avant Babar d'ailleurs, parce que j'en avais déjà parlé sur mon blog il y a longtemps, mais on a pu l'industrialiser. Donc déjà, la première idée, c'est de dire, il y a un truc tout bête, hein. Quand on achète un lien, aujourd'hui, les gens utilisent une métrique sur les sites pour acheter un lien, et pas une métrique sur les liens. Premier truc. Pour Dire, l'URL, tu veux dire? sur les, voilà, j'achète une voiture, mais je regarde comment sont faites les routes. C'est ça dont on est en train de parler. Et donc, c'est un truc qui est un peu bizarre. Donc, moi, je m'étais dit, il faut quand même qu'on trouve un moyen de prédire si un lien a vraiment de l'intérêt, parce que le lien, ne dépend pas finalement que du site qui fait le lien. Et donc, j'ai beaucoup réfléchi à ça et on a fini par faire émerger une métrique je ne vais pas te donner le secret de la formule, bien sûr, mais cette métrique, qu'est-ce qu'elle fait? Elle utilise la popularité de la page qui émet le lien. Donc, chez nous, c'est ce qu'on appelle la value. Comme tu as mentionné, mes bien-aimés confrères chez Majestic, c'est ce qu'ils appellent le CF, par exemple. Ce n'est pas tout à fait la même métrique, mais c'est celle qui a vocation à capter la popularité sans sémantique. On utilise des facteurs correctifs. On regarde si cette popularité de la page, elle paraît raisonnable par rapport au niveau de trust. On va bientôt intégrer par rapport au niveau de spam des liens qui contribuent, etc. Donc, on va pondérer tout ça. Et surtout, derrière, on pondère par rapport à la proximité entre la page qui émet le lien et celle qui reçoit le lien. Donc, c'est vraiment un scoring du lien qu'on fait. Et ça permet de voir quelle proportion de la popularité de la page qui émet le lien arrive réellement à la page qui reçoit le lien. Et ça change tout, ça change absolument tout. J'ai mis des exemples dans plusieurs confs, sur notre blog, etc. Des fois, il y a des cas où des sites très puissants ne sont pas intéressants. Des fois, il y a des cas où des sites très puissants sont très intéressants. Des fois, il y a des cas où des sites pas puissants sont très intéressants. Il y a des cas où ils ne sont pas intéressants, ça ne surprend personne. Et donc, le truc est assez amusant. Et depuis, maintenant que Babar, voilà, ça fait 1 an qu'il y a une vraie grosse exploitation de Babar, on va dire, réelle, commerciale, il y a des acteurs de l'achat de liens, des agences, etc., qui utilisent la force induite. Et c'est très surprenant, en fait, ce qui se passe. Parce qu'en réalité, il y a des liens qu'on achetait qui ne sont pas forcément les plus intéressants. Et c'est plutôt ceux qu'on n'avait pas achetés parce qu'ils paraissaient moins intéressants qui le deviennent. Parce qu'en fait, les métriques niveau site, niveau page,
souvent, quand on a un gros site, on peut vendre plus cher, etc. Donc, les gens achètent plus cher. Si on a un truc qui paraît intéressant, mais qui est sur un site plus petit, on le paye moins cher. Et donc, on a une meilleure... En fait, l'avantage de la force induite, c'est que ça permet d'avoir un bien meilleur focus budgétaire. Au final, on achète les liens qui nous sont utiles. Moi, je fais du netlinking depuis longtemps. C'est toujours d'ailleurs une des activités d'Xlab tenue par Lucie. Si vous voulez acheter des liens, vous pouvez la contacter, il ne faut pas hésiter. Le problème, c'est que moi, j'ai toujours dit, quand on achète des liens, on accepte qu'un lien sur 3 ou un lien sur 2 ne serve pas, en fait. Mais on le sait, on ne peut pas vraiment prédire lesquels vont être utiles ou pas utiles, donc on accepte de dépenser plus pour avoir un bon résultat. Et l'idée derrière la force induite, c'est pas du tout de dire qu'il ne faut plus faire de liens, qu'il ne faut plus en acheter, c'est de dire simplement qu'il faut mieux allouer son budget. Il n'y a pas de mauvais liens dans l'absolu. Il y a des liens qui sont utiles ou pas utiles à un moment donné. Et après, chacun, en toute conscience, peut décider si le prix qui est proposé, qui est demandé, correspond à ce qu'il est prêt à mettre par rapport à ce qui sont attendus. Mais dans tous les cas, l'avantage, c'est que c'est une métrique qui est vraiment au niveau du lien, donc elle évite tout un tas de discussions qui consistent à dire « Putain, j'ai acheté un lien à Elliott sur tel site, ça a marché du tonnerre. » Et puis quelqu'un d'autre arrive derrière et dit « Tu parles, moi, il m'a escroqué avec son lien qui vient du même site et tout. » Je ne comprends pas et tout. Mais en fait, c'est parce que c'est contextuel, c'est tout. Ça m'amène un peu une théorie vague, puisqu'il y a plusieurs écoles sur le sujet. La mienne est de dire que soit un lien, il apporte, soit il apporte zéro. Est-ce que tu penses que le négative SEO est encore possible avec des liens de mauvaise qualité, ou que Google, alors mauvaise qualité entre guillemets toujours, hein, ou est-ce que Google est capable de dire ça c'est du spam de daube, on compte zéro? On l'a pas préparé, on est en live. C'est une question qui est hyper difficile en fait. Personnellement, moi je m'en préoccupe pas. Voilà. Pour être tout à fait honnête, je pense que les fameuses métriques de toxicité des liens, des trucs de machin, c'est pas très utile. Alors, on a hésité à en mettre une dans ma barre parce que c'est facile à fabriquer comme métrique. Mais l'avantage que ça aurait eu, c'est juste d'indiquer ce lien, il existe, mais en fait, c'est comme s'il n'existait pas. Voilà, c'est ça qu'on est en train de dire. Et d'ailleurs, dans le BAS, le Bar Authority Score, c'est ce qu'on fait en pratique. Le score est moindre parce qu'il y a des liens qu'on choisit. Enfin, voilà, on choisit de dire que certains trucs ne comptent pas en fait pour le calcul. Au final, ça ressort quand même dans ton score de force induite, puisque si le lien ne pousse pas, ma force induite est quasi zéro. Donc, en gros, tout à fait. Mais je ne suis pas en train de dire que c'est pénalisant. Je suis en train de dire qu'en fait, ça ne sert pas. Et en fait, alors c'est toujours pareil. Si on a dépensé 1000 balles pour acheter un lien qui ne nous sert pas, on peut dire que c'est une forme de pénalisation. Mais dans la pratique, le lien de négative SEO, etc., moi, je ne pense pas qu'il soit pénalisant dans le sens où si on a plein de liens merdiques, on est pénalisé. Par contre, la gestion des encres, etc., c'est plus problématique ça par rapport à du négative SEO. Je ne suis pas en train de dire que le négative SEO n'existe pas. Je suis en train de dire qu'avoir des masses de liens, par exemple, par rapport à un blast, etc., ça peut avoir... Ça n'a normalement pas d'effet. Et si ça en a un, c'est probablement parce qu'on a déjà un comportement qui était borderline et que ça renforce. Donc ça, c'est à cause du transition rank. En fait, si moi, j'ai fait du spam pendant des années, j'ai arrêté d'en faire, d'un seul coup, il y a un blast sur mon site, peut-être Google, il va se dire, c'est peut-être lui qui a recommencé, etc. Mais par contre, sinon, je pense qu'il y a ça quand même beaucoup moins. Par contre, des attaques... On a toujours été clean, on se prend une attaque, globalement, ça doit passer. Normalement, ça devrait être assez robuste. Par contre, des attaques sur la duplication des contenus, etc., ça... voilà. Oui, on connaît comment Google gère la paternité. Et donc, là, c'est problématique. Voilà. Ouais, ok. Du coup, je fais comment pour améliorer ma force induite? C'est du maillage interne, c'est du contenu très thématisé, je bosse par silo. Améliorer ta force induite, ça ne veut rien dire, Elliot, puisque ça dépend de qui va être pointé. Non, mais c'est justement ça que je voulais dire. Voilà, j'ai un site dans la théma de la chasse. Je voudrais vendre à des gens je sais pas, des mecs qui vendent je sais pas moi, des caméras pour voir le gibier la nuit, tu vois, j'en sais rien, ou des pantalons de chasse. Il faut que, ou sur ton site, tu aies fait un habile glissement sémantique et que tu mettes des textes qui vont être pour mieux la chasse. Si tu me fais parler de la chasse en plus, on va se faire engueuler par tout le monde après. On va dire que c'est de la chasse photographique. Tu dis, tu parles de la chasse et tu dis, et si vous le faites de nuit, il vous faudra tel truc. Donc, tu fais un bel article comme ça. Et lui, après, les mecs qui vendent les caméras en question et tout,
ça leur fera des trucs qui sont plus adaptés. Mais pas uniquement Ouais. sur l'URL qui fait un lien vers l'URL cible, c'est aussi tout le site qui est quand même, tu calcules pas sur une URL versus une URL, c'est le jus Alors, en interne qui fait, reçoit. non, alors, le calcul qui est fait, au moment où on fait le calcul de la force induite, il n'est que sur ton URL. Mais ton D'accord. URL, elle a de l'information qui vient de son entourage. Oui. Quand on calcule la proximité sémantique, par exemple avec la semantic value, etc., ça dépend des liens qui sont faits vers l'URL. Donc, toutes les métriques, en fait, le truc, c'est, y a un article très célèbre, enfin très célèbre, dans le milieu scientifique, il y a un article qui explique quel est le PageRank, c'est ce qu'on appelle un algo local global. Donc, c'est une propriété locale des pages. Et on dit qu'il est global parce qu'une page qui modifie un lien loin de soi peut avoir un effet. Et en fait, jusqu'à quelle distance? Il y a un algo, il y a un article qui a été écrit par plusieurs personnes, dont Nelly Lidwak, qui est une chercheuse néerlandaise connue, qui Guillaume Pitel chez nous a beaucoup travaillé. Et dans cet article, il disait qu'il y avait une distance de 6 ou 7 où le PageRank avait un effet. Et en fait, d'ailleurs, c'est un moyen d'approximer le PageRank. On peut le calculer en regardant l'entourage à distance 6 ou 7 en termes de liens d'une page, et ça suffit pour connaître le PageRank d'une page. D'ailleurs, c'est ça qui rend caduque les arguments qui disent si tu n'as pas un index qui est le même que Google, ce que tu calcules pour une page est faux. C'est pas vrai. Ce que tu calcules pour une page où tu as tout son entourage est correct. C'est pour le reste que c'est faux. Voilà. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, ça, c'est un truc. Voilà. Et donc, l'information, elle dépend de l'entourage. Et donc, voilà. Ça répond à ta question. Si je résume, voilà, c'est si je fais bien le job, ma force induite d'une URL à une autre URL qui n'est pas sur mon host est forcément bonne, quoi. Elle est forcément bonne dans le sens où tu vas transmettre le maximum de ce que tu pouvais transmettre. Par Voilà. contre, Mais c'est si j'ai un comme. petit domaine, je transmets 90% ou X centaines, il y a une théorie encore là-dessus, de pas Voilà. beaucoup. Mais si j'ai un gros Ouais, domaine bien puissant, je transmets aussi la même puissance, mais de beaucoup. exactement. Ouais. C'est ça. C'est vraiment le truc de, tu vois, tu mets un gros tuyau entre deux réservoirs. Bah, si dans un réservoir, il n'y a pas beaucoup d'eau, il n'y en a pas beaucoup qui va couler quand même. Tu vois. Mais Ouais. si, voilà. J'ai bon, ouais, Belle image. c'est la bonne image. Ouais. Ouais. Toi, ce que tu Ouais. parles, c'est la capacité à passer le maximum de ce que tu as comme jus, mais si tu n'as Exactement. pas de jus, tu. Mais ce qui doit être intéressant, alors, j'ai pas trop bossé sur le sujet. Je sais qu'Abdel a fait des tests d'optimisation de budget pour des clients et pour des sites à lui, où il s'aperçoit que en fait, prendre le maximum de passages d'un petit site est beaucoup plus bénéfique que d'aller prendre pas beaucoup de jus d'un très gros truc qui te coûte une fortune parce que le gars te vend Ouais. son host justement et que des fois des Ouais. petits sites à 25, 30, 40 balles mais très thématisés, ils ont bon, comme tu dis, avoir un très gros tuyau mais passer pas beaucoup, ils t'en passent quand même vachement plus que. Mais ça, c'est dû plus à comment notre communauté a finalement fait émerger un certain modèle de pricing Ouais. des articles. Il y a enfin, des liens, en fait, même si c'est des articles. Il y a des sites qui sont faits pour vendre des liens, qu'on est pris plutôt plus bas que les autres. Il y a des sites d'éditeurs intermédiaires, mais qui ne sont pas là pour vendre des liens à l'origine, mais qui en vendent aussi. Puis après, il y a la très grosse presse, etc. Et c'est vrai que quand on regarde les popularités, bien sûr, c'est en augmentation, mais à un moment donné, un site de presse qui a une popularité qui est marginalement meilleure que les sites du niveau du dessous, il ne peut pas vendre des liens à 300 balles, en fait, parce que ce n'est pas rentable pour lui. Vu l'infrastructure, vu le machin, en fait, il est obligé de vendre très cher. Et donc, il y a un truc où il n'y a pas de proportionnalité dans l'augmentation des prix. Donc, pour qu'un site presse soit vendu, parce que les sites presse, ils sont vendus 10 ou 20 fois plus cher que les autres, par exemple. Donc, est-ce qu'ils transmettent 10 ou 20 fois plus de popularité? Ben non. Non. Et avec le On modèle a de la même vu force des induite, cas, pas du tout. notamment avec Forbes aux États-Unis, où le jus est carrément coupé, quoi. Alors ça, c'est parce que... Mais là, c'est aussi parce qu'en plus... Enfin, il Ils ont y une a aussi politique dans la vente de agressive liens, de vente. il y a comment, il y a ce qu'on vend, etc. Comment le vendre. Quand on est tout à fait sincère dans la démarche de vente et qu'on sait que c'est fait pour attraper de la popularité au niveau du web, voilà, on vend des liens qui sont bien faits comme il faut, qui sont bien maillés, enfin, tout se passe bien. Mais même sur ça, la structure de prix fait que la plupart du temps, un site de presse vraiment vendu très très cher n'aura pas forcément d'intérêt. SEO popularité, il a un intérêt pour plein d'autres trucs. Un site de presse qui par contre est vendu 600, 800 euros, assez souvent, il sera intéressant. Et l'arbitrage peut être favorable. Mais un qui est à 3000 balles, si c'est que pour le SEO,
C'est généralement pas ça peut t'amener de la notoriété, ça peut t'amener un peu plus de trust, ça peut t'amener du clic, il ne faut pas l'oublier, hein, sur un vrai Dans le site. secteur des startups, ça peut t'amener des investisseurs. Voilà. Ouais, non, mais oui, voilà, ça peut t'amener du vrai client, hein, si ta solution est bien présentée. Donc, il faut arrêter de réfléchir en pur SEO béto, de dire ouais. Donc voilà, c'est un peu pour ça que de toute façon, sur des petites marques, tu as du mal quand même à aller chercher du gros site de presse. Il faut avoir atteint une taille critique et une offre assez validée pour faire de la RP. En fait, c'est plus de l'achat de biens, c'est de la relation presse. C'est ce que présentait Nicolas Robineau pendant longtemps à propos de tirage gagnant, par exemple. Ouais, complètement. Stratégies liées à la RP qui fonctionnent très, très bien. C'est ce qu'on fait, je crois, de mémoire, c'est lesfurets.com. Le Lynx aussi avait suivi avec des infographies dans tous les sens, mais qui étaient reprises en faire pâlir un DSO, quoi. C'était pour pas très cher, une infographie un peu de RP, quelqu'un qui connaît son job et c'était relayé. C'est à la fois pas très cher, mais c'est souvent inaccessible aux petits acteurs quand même. Ouais, la data est chère en fait. C'est parce qu'ils avaient la data qu'ils ont l'autorité pour dire écoutez-moi, mais oui, ça coûte une fortune d'acquérir la data, quoi. Comme une bonne infographie basée sur un sondage. Hein. Quand il faut faire le sondage, ça coûte. Oui. Mais je veux dire, ça va être quoi? Ça va être 1000, 1500 balles peut-être l'infographie. J'ai pas les prix, mais je me dis à peu près 2-3 jours, peut-être 2 jours de boulot. Vu les liens qu'ils arrivent à acquérir, pour 1500 balles, comme tu le disais, des fois, c'est même pas un seul lien sur Le Monde ou Le Figaro ou bien sûr, un beau lien presse. Je pense que le monde ne vend pas de liens, je pense d'ailleurs. J'ai dit ça au pif, je fais pas du tout de lien presse, donc non, mais je pense que parce qu'il y en a qui en vendent et puis il y en a qui en vendent pas. Hein. Oui, bien sûr, mais il y en a qui en vendent déguisés. Si tu as le commercial pour acheter une pub, tu lui demandes un petit article, il va te le faire passer aussi. C'est le business, c'est normal. Il n'y a pas de souci. Écoute, Sylvain, en tout cas, je crois qu'on a à peu près déroulé tout ce qu'on voulait faire. Je regarde ma liste, tout est OK. Je ne sais pas si tu as un dernier truc dont tu voudrais parler ou une info, une actu à donner. Je sais qu'on se voit au SMX la semaine prochaine. Tu as une conférence également. Oui, tout à fait. Une conférence sur les contenus, stratégie de contenu pour le coup. Et j'interviens aussi de manière plus marginale dans une conf donnée par Jackie pour parler un peu de métriques. Voilà. Ok. Voilà. Et j'ai un stand. Donc, si vous allez au SMX, que vous regardez là, il ne faut pas hésiter à passer nous voir. Une grosse partie de l'équipe sera là. Donc, on sera ravis de vous accueillir sur le stand, vous donner nos meilleurs goodies. Super, je passerai en de toute façon. Un mug, des cahiers, des stylos, on a tout. Voilà. Je crois que mon petit, tu vois, j'ai un petit, oui, c'est un X-Lab. Je ne sais pas si vous allez voir. Ah, on voit rien. Ah oui, là, on voit. Voilà. Ouais, mais parce qu'il y a les nouveaux cahiers Baba. Attends, est-ce que je dis ça, mais j'en ai pas sur mon bureau. J'ai vu passer un truc sympa tout à l'heure. On peut peut-être donner l'exclu ici, mais. Non, on ne peut pas. Bon, non, c'est pas bien Elliot ça. Mais il y aura un beau goodie au SMX, voilà. Et on en parlera à ce moment-là. Je suis désolé Elliot. Hein. On aura une dédicace par l'auteur. Voilà. Ah, bravo. Vous demandez de la part d'Elliot le beau goodies. Mais écoute, ça m'a fait plaisir Sylvain parce que je crois après Paul et Laurent était peut-être mon 3e formateur en SEO de manière globale et j'avoue que ça m'a débloqué plein de trucs, j'ai compris plein de trucs et tout se passe beaucoup mieux depuis qu'on comprend les choses en fait. Ça nous permet aussi d'apporter de la qualité et de se différencier un petit peu de ce qui se fait sur le marché. Donc voilà, et puis ça fait tellement longtemps qu'on en parle que c'était cool de caler ça. Merci d'avoir pris du temps. Il est encore 8h30, tu vois, 20h30. Donc on fait ça tard le soir. Tu es un élève inoubliable, tu sais bien. J'espère qu'on se marre bien et qu'on fait des trucs sympas. Pour tout le monde, c'est la même routine. Abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche, mettez un like, laissez un commentaire. S'il y a des questions, je relayerai à Sylvain ou j'essayerai. Ouais, faut pas hésiter sur Twitter à m'interpeller si vous avez des questions. Je mettrai tous les liens. Ouais, je foutrai tous les liens, Your-Text Guru, Babar, Twitter, LinkedIn pour vous joindre. Comme ça, il y aura vraiment tout. Ma newsletter, toujours, qui est sur laquelle vous pouvez vous abonner. Gratuitement pour recevoir à peu près toutes les 2 semaines l'actualité de ce qui se passe sur le web. Et puis, je ne vais pas vous prendre plus la tête avec la promo. Hein, il y en a déjà assez partout. Donc, en tout cas, merci d'avoir été là. Merci Sylvain. Et puis, je vous dis à la prochaine. On parlera de LinkedIn. Voilà.
Ciao. Salut!